Madame, monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. L'information analysée, décryptée avec les invités de la rédaction, c'est en ce moment même avec Alexandre Giraud. Rebonsoir Alexandre. Rebonsoir Carole et bonsoir à tous. Bienvenue dans le magazine de la rédaction. Pendant une demi-heure, on va passer en revue toute l'actualité avec nos invités. Nous sommes en ligne avec Nadège Montout, la porte-parole de la France Insoumise en Guadeloupe. Bonjour Nadège Montout. Bonsoir Monsieur Giraud, bonsoir à toutes et à tous. Merci de me recevoir. Également présent avec nous ce soir, Jean-Philippe Courtois, le maire de Capesterre-Belle-Eau. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis nous avons en ligne avec nous en direct Didier Auchiste, organisateur de spectacles très réputé, gérant d'Idéprod et vice-président du GADE. Bonsoir Didier Auchiste. Bonsoir, M. Giraud. Et justement, on va rester avec vous puisque l'actualité de ce lundi a été dominée par la mobilisation des professionnels du spectacle et de l'événementiel. Le Syndipro et le GADE qui ont obtenu une rencontre avec le préfet ce soir, un secteur durement impacté par la crise sanitaire avec l'annulation de pratiquement tous les spectacles et manifestations culturelles depuis le mois de mars dernier. Didier Auchiste, cette réunion s'est maintenant terminée il y a quelques minutes à peine. Une première impression sur les échanges avec le préfet Alexandre Rochat? Écoutez, très courtois, très bonne. Ceci étant, nous n'avons pas encore toutes les réponses à nos questions. Donc encore un petit bout d'inachevé, mais ce qui devait dépendre de la préfecture a bien été tenu en compte. Donc nous sortons plus ou moins confiants avec d'autres rendez-vous, mais sachez que notre rendez-vous le plus important est celui que nous avons avec le président Chalus, que nous souhaitons rencontrer pour vraiment rentrer dans nos débats d'indemnité. Quelle va être la suite du mouvement? Écoutez, la suite, nous restons mobilisés de toute façon, puisque sachez que toute la profession est en arrêt depuis le mois de mars maintenant. Donc, les gens qui travaillent savent bien que c'est carrément impossible pour un travailleur de ne pas avoir de salaire pendant 7-8 mois. Et c'est exactement avec nos mandats, que ce soit les discjockeys, les producteurs de spectacles, les tenanciers de boîtes de nuit, les bar lunch, tous les gens qui travaillent dans l'événementiel sont dans la même démarche, à savoir discuter et faire valoir nos droits vis-à-vis des instances. Alors parmi les propositions du préfet, la mise en place d'un guichet unique donc pour les entreprises de votre secteur. Est-ce suffisant selon vous? Non, pas encore, mais bon, c'est déjà une avancée, comme je vous disais. Ceci étant déjà nous permettre d'avoir, par l'intermédiaire d'un guichet unique, un certain nombre de services comme la CGSS, la SNEC, etc. C'est déjà une première chose, mais sachez que c'est loin d'être notre priorité, même si nous voulons à moyen terme organiser notre profession, mais nous tenons surtout à pouvoir dire à nos mandants comment ils sont indemnisés, parce qu'ils n'ont pas reçu de salaire depuis le mois de mars. Et ça commence à faire très long. Et sachant que nous avons une priorité comme tout bon Guadeloupéen qui se respecte, c'est-à-dire respecter les règles barrières, respecter le virus, parce qu'il nous donne une bonne leçon et nous sommes là aussi pour l'accepter. Mais il s'agit pour nous surtout de ne pas forcément ouvrir, mais de savoir comment on peut être indemnisé à l'image de ce qui s'est passé pour les compagnies aériennes, ce qui s'est passé pour l'hôtellerie et ce qui s'est passé pour tout plein d'autres métiers qui ont été moins impactés que nous. Et là, nous sommes vraiment zéro chiffre d'affaires depuis mars. Il faut vraiment qu'on sache exactement comment on va continuer à nourrir nos familles, comment on va continuer à pour ceux qui ont des employés à employer, comment on va continuer à survivre surtout, parce que c'est carrément un pan de l'économie qui est en train de s'effondrer. Alors rapidement, justement, une dernière question, Didier Auchiste. Ne faut-il pas envisager un nouveau modèle économique dans le monde du spectacle et de la culture? On a vu pendant le confinement que des concerts en live sur le web ont rencontré du succès auprès du public. Ne peut-on pas envisager un modèle alternatif le temps de la crise? Mais nous sommes bien placés pour le dire, puisque j'ai été moi-même producteur de concert avec Fabrice Bousquin, qui s'appelle l'Acoustic Drive-In, où on a été développer un nouveau concept. Donc, vous savez que ce n'est pas simple. Et le modèle économique non plus n'est pas très intéressant. Donc, le souci qu'on a aujourd'hui, oui,
il faut qu'on réfléchisse. Oui, il faut qu'on avance. Oui, il faut peut-être qu'on change de métier pour certains, puisque de toute façon, on a toujours dit qu'il y aura un après Covid. Mais il faut aussi qu'on sache qu'on a des employés, il y a des gens qui sont sur le carreau, et il faudrait quand même qu'on puisse tenir compte de ces gens-là pour ne pas dégrossir les rangs de Pôle emploi. Voilà, il y a des gens qui travaillent et qui sont à la recherche d'indemnités comme l'ont été tout plein d'acteurs économiques, tout simplement. Merci Didier Ochiste donc pour ce premier bilan après ces échanges en préfecture avec le représentant de l'État. Les syndicats, Syndipro et GADE qui ont dénoncé durant la mobilisation le silence des élus. Eh ben c'est justement l'occasion ce soir d'avoir des réactions. On commence avec vous, Nadège Montout, pour la France Insoumise. Que pensez-vous donc de cette mobilisation donc des acteurs du monde culturel et de l'événementiel ? Alors, pour ma part, donc, je dois préciser que nous ne sommes pas en responsabilité, donc nous ne sommes pas forcément... Oui, vous pouvez soutenir ou non un mouvement. Consultés par les autorités quand certaines décisions sont prises. Et évidemment, nous soutenons, comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici, toutes les mobilisations, donc toutes les personnes qui lancent des cris d'alerte, toutes les personnes qui ne sont pas justement consultées alors qu'elles sont en première ligne, notamment donc ces socioprofessionnels, donc le monde économique, toutes ces personnes qui souffrent justement de cette crise et qui ne sont pas consultées. Moi, je suis toujours interpellée, voire même choquée d'entendre des professionnels, des gens qui sont impactés par la crise et qui pourraient justement nous éclairer, en fait, pourraient éclairer les autorités, donc les personnes qui prennent les décisions. Je suis toujours interpellée d'entendre qu'elles ne sont pas consultées. De la même manière que parfois, on ne consulte pas non plus les professionnels de santé ou des personnes qui sont en première ligne. Moi, je suis vraiment toujours étonnée d'entendre ça, alors que ça fait plusieurs mois que la crise s'installe durablement sur notre territoire, tout comme c'est le cas sur beaucoup d'autres territoires. On a quand même eu le temps de voir venir, on a eu le temps de se préparer, on avait le temps de discuter avec toutes ces personnes qui ont des solutions à proposer. Elles l'ont dit, elles ont envoyé des courriers. J'ai moi-même vu passer des messages sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des gens qui ont des idées, qui sont organisés, donc ils seraient temps que les autorités étatiques, que les politiques aussi, je lance une alerte aux politiques, les prennent en considération leurs doléances et les consultent systématiquement avant de prendre les décisions. Donc, personnellement, je soutiens évidemment la mobilisation de ces acteurs économiques parce qu'ils contribuent quand même au développement économique de notre territoire et je trouve inadmissible qu'on ne les consulte pas quand il y a des décisions importantes à prendre et j'ai observé la mobilisation donc, qui s'est déroulée aujourd'hui. J'ai pu noter qu'ils se sont orientés vers des points, notamment le point d'entrée du territoire, vers les hypermarchés, parce que tout le monde se demande comment ça se fait-il que certains soient pénalisés, d'autre part. Il n'y a pas suffisamment d'informations des autorités donc de l'État par rapport à ça. Et pas que c'est nous. On a vu qu'à Marseille, il y a eu aussi une mobilisation et même des élus. Donc, personnellement, je soutiens la mobilisation et j'espère que les autorités prendront conscience qu'il faut maintenant consulter tous les acteurs, toutes les personnes qui contribuent à faire avancer le pays. Voilà. On va demander l'avis à Jean-Philippe Courtois, un membre du GUSR, la majorité régionale, la collectivité régionale qui est d'ailleurs compétente en matière de développement économique. Et là, c'est tout un secteur qui est en détresse, Jean-Philippe Courtois. Oui, tout à fait. Je commencerai déjà donc par apporter tout mon soutien donc à ces acteurs de la culture, du monde de la nuit, et aussi aux restaurateurs qui aujourd'hui payent un lourd tribut vis-à-vis de cette crise sanitaire. Et c'est en cela qu'il faut aujourd'hui que nous puissions anticiper une relance économique de manière à pouvoir accompagner ce pan important de l'économie culturelle, aussi culturelle de la Guadeloupe, puisque nous ne pouvons pas leur laisser porter à eux
seul, on dira, le lourd fardeau de cette crise, puisque malheureusement, on l'aura bien compris, le gouvernement aura dû faire des choix de manière à ce qu'on ne taxe pas d'inaction, mais des décisions lourdes de conséquences. Et c'est pour cela que demain, il faudra que le monde de la culture puisse aussi profiter du soutien de la commande publique. C'est pour ça qu'en ma qualité de maire de Capesterre-Belle-Eau, donc j'ai réuni il y a quelques jours quelques acteurs de la culture de manière à faire le point avec eux sur la situation, anticiper aussi avec eux donc un certain nombre de propositions qui pourront leur être faites sur l'année 2021. Au niveau du conseil régional, vous avez vu aussi que sur le plan de relance, que la culture n'a pas été oubliée. Donc c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons aujourd'hui solidaires, parce que sinon ce sont des Guadeloupéens, des familles guadeloupéennes qui risquent de se retrouver en grande difficulté. L'actualité, c'est aussi la lutte contre le coronavirus, avec l'arrivée ce matin des renforts sanitaires qui ont pris leur quartier au CHU de Pointe-à-Pitre, 37 militaires spécialisés dans divers domaines médicaux, avec aussi 1,3 tonnes de matériel. Alors selon vous, est-ce que le gouvernement en fait assez compte tenu de la situation que nous vivons en ce moment en Guadeloupe? Jean-Philippe Courtois. J'ai envie de dire que si la situation aujourd'hui est ce qu'elle est, c'est que forcément il y a un moment où on n'a pas fait ce qu'il fallait. Nous sommes aujourd'hui en train de colmater les brèches d'un CHU qui n'a pas profité durant les dernières années d'équipements suffisants. On n'a pas anticipé non plus les difficultés que nous pourrions rencontrer. Aujourd'hui, il s'agit d'une pandémie, mais nous n'étions pas à l'abri de quelconque avarie, que ce soit climatique ou autre. Donc, c'est-à-dire que là, nous sommes en train de pointer du doigt les défauts de notre système de santé. Il faudra que nous puissions tirer les leçons de manière à ce qu'à l'avenir, que nous puissions avoir un dispositif qui nous permette de mettre à l'abri notre population, mais aussi d'avoir un maillage suffisant sur l'ensemble du territoire. Alors, je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, nous avons un CHU qui a des difficultés à pouvoir accueillir des patients supplémentaires. Nous avons un CHU qui s'est vu vider après l'incendie de sa matière grise, puisque de nombreux médecins, de nombreux internes ont quitté l'établissement vis-à-vis des difficultés. Or, nous avons le CHBT, nous avons l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau qui ont des lits disponibles, ont de la matière, et il aurait peut-être fallu aussi que la carte sanitaire soit revue au niveau de l'ARS de manière à renforcer ces établissements et peut-être soulager notre CHU. La position de la France insoumise, Nadège Montout, donc sur l'arrivée de ces renforts sanitaires au CHU. Oui, bien sûr. Donc pour notre part, je pense que nous l'avons déjà exprimé à plusieurs reprises. Il faut quand même préciser que ce sont les cures d'austérité qui ont été appliquées par les gouvernements successifs qui ont conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc il faut en tirer les conséquences et ne pas repartir sur les mêmes mauvaises bases. Donc mettre en place les moyens suffisants. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Nadège Montout. Poursuivez, s'il vous plaît. Mettre en place des moyens suffisants, faire le bilan de l'existant pour pouvoir corriger ce qui ne va pas. Et effectivement, s'agissant des moyens qui sont arrivés, pour ma part, j'avoue que je ne suis pas totalement satisfaite de la manière dont les choses sont gérées, dans la mesure où je suis persuadée que nous avons sur le territoire la possibilité de mobiliser des professionnels de santé qui pourraient se porter volontaires sur le territoire, ou voire même au niveau des Antilles. Pourquoi ne pas créer, par exemple, un pôle sanitaire mobilisable au niveau des Antilles? Pourquoi attendre que Paris, que des autorités donc sanitaires et des gens situés à plus de 6000 kilomètres soient mobilisés pour venir ici, alors qu'on sait bien que le virus circule donc avec les mouvements de population, donc il y a un risque aussi qu'il y ait transport aggravation de la situation avec ces déplacements de population. Pourquoi ne pas envisager, et ça je le dis pour tous les politiques et puis les personnes qui sont en responsabilité, qui s'occupent des questions sanitaires en particulier, il faudrait peut-être aussi commencer à consulter des professionnels de santé, des acteurs de terrain
des hospitaliers qui ont des idées à proposer et qui ne sont jamais consultés. Et ça, franchement, je vous dis, depuis que je travaille en milieu hospitalier, je suis révoltée par cette façon de faire. On ne consulte pas les acteurs de terrain, des gens qui ont des propositions. Pourquoi ne pas... Il y a des soignants qui se sont proposés pour venir renforcer les effectifs du CHU. Et je suis d'accord avec M. Courtois quand il dit qu'il faut aussi répartir les moyens sur les autres établissements publics du territoire. Pourquoi ne pas solliciter tous ces moyens que nous avons sur le territoire pour pouvoir répondre à la demande en soins? Pourquoi ne pas avoir en amont préparé tout ça, puisqu'on avait la possibilité durant la période entre guillemets d'accalmie de réorganiser le système de soins, la réponse en soins, même avec des moyens nationaux aussi, mais le faire suffisamment tôt pour ne pas se retrouver à déclencher un plan blanc pour répondre à la demande, aux patients, à l'affluence de patients au niveau de l'hôpital. Je pense qu'on aurait pu en amont proposer une meilleure organisation et peut-être répondre aux demandes des agents, qui voulaient se porter volontaires, ou alors aussi éviter d'arrêter des contrats, par exemple, d'agents d'infirmiers qui étaient au CHU et qui, durant le laps de temps là entre le confinement, le déconfinement, et là, qui étaient au CHU et qui ont vu leur contrat arrêté, et puis ceux qui ont demandé peut-être aussi à être embauchés, qui n'ont pas eu de réponse, ou alors ceux qui étaient hors de l'hôpital, qui ont voulu rentrer, qui n'ont pas eu de réponse non plus. Ça, on le sait. Et puis, faire aussi le bilan des effectifs, vérifier ce qu'il en est, faire vraiment un travail d'investigation au niveau des moyens, et puis rendre le système plus efficient pour le long terme. Pas seulement, là, on est content effectivement de recevoir du renfort venu de l'extérieur, mais c'est ponctuel. C'est un peu comme les PRUS qui avaient été mis en place après l'incendie. C'est ponctuel, ça ne règle pas les problèmes de fond. Donc les problèmes de fond demeurent. Il faudrait peut-être mener des réflexions plus approfondies de manière à justement rendre notre système de soins beaucoup plus efficient parce qu'on est isolé des centres de décision. Voilà. Alors, Nadège Montout, vous gardez la parole. Selon vous, faudrait-il aller plus loin dans les restrictions sanitaires face à la période que l'on traverse actuellement? Alors, pour ma part, en tant que professionnel de santé et spécialiste en particulier de l'éducation thérapeutique, je pense que la responsabilisation des personnes est vraiment la meilleure des méthodes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer aux gens un comportement, une conduite. Il faut vraiment responsabilité, faire de l'information, faire de l'éducation populaire éventuellement, de l'éducation à la santé pour que les gens comprennent qu'il faut effectivement qu'ils modifient leur comportement. Et c'est valable pour, par exemple, un patient qui doit recevoir des séances d'éducation thérapeutique. On a plus tendance à responsabiliser le patient pour le rendre autonome dans la gestion de sa maladie. Ça ne sert à rien de sanctionner, de mettre en place des mesures répressives, puisque si ce n'est pas accepté par les personnes visées, ce ne sera pas forcément efficace. Donc il est mieux de responsabiliser et puis de continuer à faire de l'information, faire circuler des messages de prévention, mais surtout préparer le système à répondre à toutes les éventualités. J'aimerais avoir l'avis du maire de Capesterre-Belle, Jean-Philippe Courtois, sur cette question. Vous qui êtes en charge de faire appliquer ces mesures sur votre commune, Jean-Philippe Courtois. Oui, il est effectivement important que nous puissions avoir une vraie péréquation, puisque nous savons que sur le territoire, il y a deux mondes qui s'opposent. Celui où nous avons cette obligation de répondre, on va dire, aux obligations directives préfectorales, mais aussi sur le terrain, il y a une réalité, il y a un monde économique, il y a des acteurs, il y a une population que nous devons accompagner dans nos démarches. Et je crois que c'est là où nous devons être le plus efficaces, c'est-à-dire être plus dans le consensus de manière à ce que nous ne soyons pas à marche forcée, mais surtout que la population comprenne bien qu'il y a une situation qui est un peu délicate que nous vivons. Ce n'est pas effectivement
dans notre génération que de vivre ce type de situation, mais que s'il n'y a pas une prise de conscience générale, si chacun n'est pas conscient qu'il a une part de responsabilité à prendre, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que nous sommes quasiment à la porte d'un nouveau confinement, avec les conséquences que cela pourrait avoir, tant sur notre économie, mais sur notre vie au quotidien. Alors, Jean-Philippe Courtois, est-ce que vous avez mobilisé la police municipale sur des opérations de contrôle ? Oui, tout à fait. Nous l'avons surtout fait déjà dans un premier temps sur des démarches en termes pédagogiques, de manière à expliquer sur le marché, sur les zones proches des différents commerces, qu'il faut que nous puissions prendre cette habitude que de porter le masque. Certains vont trouver les excuses de la température de chez nous, de tout. Voilà, on pourra tous trouver une excuse, mais on doit être aussi conscient qu'au moment où nous parlons, s'il y a une seule solution qui nous a été proposée pour nous protéger de ce virus, c'est bien le port du masque. Donc il faut que nous en soyons surtout bien conscients que le porter, c'est d'une manière de nous préserver, mais c'est aussi le seul geste responsable pour pouvoir protéger celles et ceux qui nous entourent. Et c'est aussi une façon pour nous de démontrer au travers de ce geste qui doit rentrer dans notre quotidien que nous sommes aujourd'hui responsables, parce que nous devons penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, et cela au quotidien. Et la situation dans les écoles qui est aussi préoccupante selon les syndicats de l'éducation. D'ailleurs, la SNUIP FSU organise demain matin une conférence de presse pour faire le point sur une gestion qu'elle juge alarmante. Alors on entame la 4e semaine de cours depuis la rentrée. Selon vous, cette situation dans les écoles est-elle réellement inquiétante ? On commence avec vous, Nadège Montout, pour la France Insoumise. Alors, on fait confiance aux acteurs de terrain, une fois de plus. Si il y a des alertes, c'est qu'il y a quand même il y a des éléments permettant de faire savoir qu'il y a des insuffisances, ou alors un nombre de cas effectivement en augmentation d'après ce qu'on a pu voir passer au niveau des chiffres communiqués par les autorités. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est que j'étais convaincue, comme je pense la majorité des Guadeloupéens, que tout devait être préparé avant la rentrée. Donc tout devait être mis en œuvre pour justement éviter que les enseignants se plaignent de manque de moyens, qu'il y ait une espèce de cacophonie qui s'installe au niveau des écoles, alors que il y avait un temps quand même. Je pense qu'il y a eu un temps qui a été. Il y a eu un manque de préparation selon vous ? Je ne sais pas, mais on se pose la question aujourd'hui. Je me demande, mais pendant tout ce temps qui a été consacré pour pouvoir préparer la rentrée de septembre, est-ce qu'on a pris en considération les revendications entre guillemets des enseignants? Est-ce que la préparation, les protocoles, il faut dire que les protocoles sont arrivés, d'après ce que j'ai compris, tardivement, donc n'ont peut-être pas pu être mis en œuvre suffisamment rapidement, mais c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. On se demande, est-ce qu'on prend en considération les doléances des personnes qui sont sur le terrain et qui sont tout à fait capables d'orienter les autorités. On va directement poser la question au maire de Capesterre-Belle-Eau, Jean-Philippe Courtois, en charge des écoles maternelles et primaires de sa commune. Comment justement vous avez préparé cette rentrée et quel premier bilan vous faites après un mois de cours pratiquement? Je dirais que pour nous, forcément, une rentrée un peu particulière, parce que nous avons fait notre prise de fonction au 3 juillet, donc sur la période estivale des grandes vacances, avec un personnel à mi-temps. Donc, sur une amplitude horaire un peu compliquée, avec la crise sanitaire qui rallongeait aussi donc les discussions, mais aussi les commandes chez les différents fournisseurs, ce qui fait que nous avons dû mobiliser donc l'ensemble des services durant tout le mois de juillet-août. Et nous avons aussi dû faire face donc à des normes drastiques, surtout sur le plan sanitaire, pour pouvoir accueillir au mieux nos enfants, ce qui nous a invité aussi à enclencher rapidement la mise en place de citernes raccordées de manière à nous assurer qu'en permanence les écoles aient de l'eau pour que les enfants puissent se laver les mains, mettre à l'abri le personnel de l'éducation, mais aussi le personnel de la ville. Donc
c'est dire que ça aurait été une année particulière, mais une année qui, de mon point de vue, fera date, puisqu'elle aura obligé l'ensemble des collectivités à prendre des dispositions qui, sur la durée, permettront à nos écoles d'être suffisamment équipées pour que nos enfants ne manquent pas, je l'espère à l'avenir, ni d'eau, ni de savon, en fait, du minimum pour que nous puissions garder ce lieu, on va dire, pôle d'excellence, surtout sur le caractère de l'hygiène et de la sécurité. Alors, est-ce que vous avez eu à gérer des cas confirmés au sein des établissements de la commune ? Oui, tout à fait. Nous avons aussi dû faire face à cela, donc des réunions hebdomadaires avec l'inspecteur d'académie donc de la zone, de manière à faire le point. Nous avons mis en place un dispositif pour pouvoir faire désinfecter l'ensemble des établissements, et cela le plus régulièrement possible. Nous avons dû aussi pallier donc à l'absence que ce soit d'enseignants, mais aussi de personnel d'encadrement, et il nous aura fallu créer des conditions pour pouvoir rassurer au maximum les parents, puisque je crois qu'au-delà des enfants, les premières victimes de cette crise, mais aussi de ce caractère anxiogène, ce sont les parents qu'il aura fallu accompagner au quotidien, en démontrant que nous avions pris la mesure et surtout que nous avions mis les moyens nécessaires pour pouvoir accueillir les enfants dans des conditions qui soient optimales. Merci Jean-Philippe Courtois pour ces précisions. L'actualité, c'est aussi la politique avec la Fédération du Parti Socialiste de la Guadeloupe qui a dévoilé son plan de bataille pour les prochaines élections régionales de 2021. Une stratégie qui va tourner autour de 3 personnalités, le sénateur Victorin Luret, la présidente du conseil départemental Josette Borel-Incertain et le premier secrétaire fédéral Hilaire Brudet. Alors ça y est, le bras de fer est engagé avec le GUSR, Jean-Philippe Courtois. Je recommencerai juste par un rappel de l'histoire. Pour ceux qui se souviennent de 2015, quand nous avions présenté cette liste d'hommes et de femmes issus de l'ensemble de la Guadeloupe au-delà des clivages politiques, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Aujourd'hui, nous voyons la Fédération du Parti Socialiste qui présente un document où, pareil, maintenant, il n'y a plus d'étiquette politique, il n'y a plus de vision. J'ose espérer pour eux qu'au-delà de cette volonté d'avoir un attelage qui soit le plus large possible pour pouvoir ratisser et amasser un maximum de suffrages, qu'ils sauront porter un projet politique. Nous avions mis en place cette dynamique du changer d'avenir. Vous l'avez vu, un PIB qui a augmenté, historique pour la Guadeloupe, un taux de chômage qui était au plus bas avant cette crise sanitaire, un développement économique qui était mis en place de façon concertée avec les acteurs, mais surtout qui répondait à un besoin de faire de cette Guadeloupe un territoire ouvert sur la Caraïbe, mais aussi à l'international. Donc je crois que c'est surtout là que nous attendons celles et ceux qui souhaiteraient donc briguer, que ce soit des postes au niveau du conseil départemental ou régional. Ce n'est pas simplement sur les appelages, mais ça va être sur le fond. Et je pense qu'aujourd'hui, la population attend aussi ces élus-là, parce que il n'est pas dit qu'il faille être candidat à tout, mais il faille surtout être efficace partout. Alors, l'EPS qui a dévoilé ses cartes, quelle est la feuille de route du GUSR pour ce prochain scrutin ? La feuille de route du GUSR, bien entendu, au cours de ce mois de novembre, nous aurons donc notre convention qui va permettre donc de valider la ligne politique pour cette prochaine mandature, qui va permettre donc d'asseoir la vision, celle que nous prônons depuis de nombreuses années, qui se résume à penser Guadeloupe, mais surtout à agir en Guadeloupe. Parce que c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il ne s'agit plus maintenant de venir face à une population avec de belles postures, de beaux textes, mais il faut que nous soyons dans le quotidien. Et nous pensons que c'est ce qui a été validé lors des dernières élections municipales. C'est ce que nous continuons à démontrer avec l'ensemble des maires issus de Guadeloupe Unie, où nous démontrons que nous sommes dans le quotidien, nous sommes dans l'action, et que si demain nous sollicitons de la population un soutien renforcé, c'est parce que pour pouvoir asseoir nos politiques municipales, nous aurons besoin de la région sur le plan économique, nous aurons besoin du département pour plus de social. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est arriver maintenant avec une vision, un projet global dans lequel le Guadeloupéen doit se retrouver, de manière à ce que nous aussi, nous puissions leur garantir que nous serons au rendez-vous. Alors je me tourne vers Nadège Montout. Est-ce que la France insoumise a des ambitions pour les régionales de 2021 ? Alors, bien entendu, donc comme tout mouvement, groupe politique, nous avons une vision globale donc de la société que nous comptons justement
décliné au niveau des différentes représentations, donc des instances politiques de gouvernance du pays, que ce soit au niveau local ou au niveau national aussi. Donc, on a eu l'occasion, lors de la rentrée politique qui s'est déroulée en août dernier, à laquelle j'ai participé donc au niveau national, donc au niveau des amphis de la France Insoumise, de dévoiler effectivement une pré-stratégie, on va dire, pour les départementales et les régionales qui vont se tenir, pour la précision, en même temps, donc en mars 2021. Donc il y a eu aussi par la suite, puisque nous nous appuyons surtout sur les revendications populaires, sur les attentes de la population. Donc il y a eu des consultations populaires qui ont déjà été organisées d'une manière générale, donc sur tous les territoires, les nôtres y compris. Il y a eu des consultations directes des acteurs, des militants syndicaux en particulier, puisque leurs revendications ne sont pas suffisamment prises en considération au niveau politique. Donc nous nous appuyons surtout sur les aspirations de la population. On n'est pas dans des postures politiciennes, des négociations qui se font entre au niveau des mêmes spécialistes, des mêmes technocrates. Mais alors, vous m'en voudrez pas de vous poser la question, Nadège Montout, mais la fédération locale du PS qui a lancé un appel à la coalition, est-ce qu'un rapprochement avec la France Insoumise est envisageable? Tout dépendra de l'objectif. Si on doit... La porte reste ouverte. Nous sommes un groupe de gauche. Je pense que ce n'est un secret pour personne, et la Fédération socialiste également. Donc nous, après, on base en fait nos collaborations sur le programme. À partir du moment où il y a des éléments de convergence, il y a une satisfaction des aspirations de la population et de toutes ces personnes qui ne sont pas prises en considération au niveau politique, de tous ces acteurs qui ne sont pas sollicités, à partir du moment où on peut répondre aux attentes de nos concitoyens en bâtissant un programme donc commun, pourquoi pas? Après, comme je vous dis, on est un mouvement quand même qui a plutôt tendance à porter les aspirations donc de toutes les personnes qui revendiquent depuis un certain nombre d'années et qui ne sont malheureusement pas représentées au niveau politique. Je pense en particulier aux syndicalistes, donc à tous les militants associatifs aussi, aux collectifs qui interviennent sur notre territoire au niveau de l'eau, par exemple, au niveau des usagers qui représentent différents secteurs, donc au niveau social. Donc toutes ces personnes qui voudraient, je pense, dire, qui ont des messages à porter, des messages politiques, et qui ne sont pas écoutés. Donc il serait peut-être temps aussi que les professionnels de la politique fassent un peu plus de place à ces forces vives, donc à toutes ces personnes qui ont des idées à proposer, qui ont des projets et qui ont des revendications aussi à faire valoir politiquement. Alors j'aimerais qu'on aborde un dernier thème rapidement. L'heure tourne, c'est celui de l'eau. Jean-Philippe Courtois, il y a quelques jours, vous avez reçu la visite du préfet Alexandre Rochette, qui s'est rendu sur l'usine de Bel-Ocado. J'aimerais savoir, Jean-Philippe Courtois, où en est cette usine au niveau des travaux, des chantiers, et est-ce qu'on va assister à du mieux dans la distribution de l'eau dans les jours, les mois à venir? Oui, effectivement, je crois que nous assistons déjà du mieux sur les territoires de Capesterre-Belle-Eau, puisque pour faire le point donc de la visite du préfet, il s'agissait donc de vérifier donc les nouvelles installations, puisque pour rappel, l'armoire électrique avait eu une avarie importante au mois de mars, donc elle a été remplacée. Nous avons un préfet qui poursuit donc la recherche donc des différentes fuites sur le réseau, et un conseil régional qui est omniprésent sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau, avec la rénovation des canalisations, avec la mise en place de trois citernes, de manière à pouvoir aussi renforcer le dispositif de distribution sur Capesterre-Belle-Eau, mais aussi sur l'ensemble du circuit de distribution, alors donc des Saintes jusqu'à la
Désirade. Donc c'est dire qu'aujourd'hui nous avons pris le pas à entendre aussi des techniciens qui étaient présents vendredi après-midi. Le réseau se porte mieux. Donc c'est dire qu'une fois que nous aurons donc finalisé ce plan d'urgence donc initié par le conseil régional, puis que nous aurons enclenché, et ça je l'espère que les hommes, et là je m'adresse aux différents élus en responsabilité autour de cette problématique de l'eau, que nous arrêterons cette posture politicienne, que nous pourrons lancer ce syndicat unique de manière à pouvoir mutualiser les moyens et maintenant rentrer dans le concret avec les canalisations annexes, car il y a aujourd'hui une population qui souffre. Il y a un territoire à vocation touristique qui a du mal à se vendre. Il faut maintenant que nous soyons au rendez-vous et surtout que nous arrêtions avec ces postures du passé qui n'ont fait que trop de mal au territoire. Alors, une dernière réaction dans cette émission avec vous, Nadège Montout, sur ce dossier très complexe de l'eau, entre les réquisitions préfectorales, les réparations des fuites d'eau, la création du futur syndicat unique. Quel est le regard de la France insoumise dans ce dossier ? Et je dirais surtout les longues luttes qui ont été menées par les collectifs, soit des travailleurs de l'eau ou des collectifs d'usagers qui ont quand même contribué à ce que ce dossier évolue. Nous avons pour notre part eu l'occasion de relayer à plusieurs reprises donc les revendications de ces acteurs donc qui œuvrent autour de la question de l'eau. Et tout récemment encore, vous avez vu circuler donc une vidéo dans laquelle Jean-Luc Mélenchon interpellait donc au niveau national par rapport à cette situation vécue par nos concitoyens, puisque nous voyons passer en fait les cris d'alerte, mais j'ai l'impression qu'il y a des politiques qui ne les voient pas. Alors que je ne sais pas, moi je reçois des messages des collectifs donc de tout et qui sont installés un peu partout sur le territoire. Il y en a sur quasiment toutes les communes et qui revendiquent l'arrêt des coupures d'eau, etc. Mais s'agissant du fond, ce qu'il convient de dire, c'est que tant qu'on n'aura pas les moyens, en fait, le budget suffisant pour pouvoir refaire complètement les canalisations, on pourra en parler encore longtemps de cette situation catastrophique, puisque l'eau c'est quand même un bien commun. On sait pourquoi on en est arrivé à cette situation. Il y a eu de la spéculation qui a été faite par le passé par une multinationale, puisque je l'ai appris, je le savais, mais j'ai eu la confirmation par un travailleur de l'eau récemment sur un autre média. Et en fait, tant qu'il n'y aura pas les plus d'1 milliard nécessaires pour pouvoir refaire complètement le réseau, il y aura des réparations comme ça. Il faudra toujours colmater les brèches. On va devoir colmater les brèches, mettre des pansements sur une jambe de bois et puis ne pas satisfaire complètement les besoins et les doléances de la population, malheureusement. Donc j'espère que les politiques vont vraiment avancer sur les politiques, ceux qui sont en responsabilité, je dis bien, parce que nous sommes militants politiques, on relaie les revendications de pas mal de monde, mais on n'a pas forcément les leviers pour pouvoir agir. Ce sera le mot de la fin. Merci Nadège Montout d'avoir répondu en direct à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la France insoumise en Guadeloupe. Merci aussi à Jean-Philippe Courtois, maire de Capesterre-Belle-Eau, qui était également en direct avec nous. Et puis on rappelle qu'en début d'émission, on était aussi en ligne avec Didier Auchiste, vice-président du syndicat GADE, les syndicats des professionnels du monde du spectacle et de l'événementiel qui, après une première rencontre avec le préfet cet après-midi, devront rencontrer le président de région, Harry Chalus, demain matin. 19h10, c'est la fin du magazine de la rédaction. Et dans un instant, vous retrouvez Carole pour la suite des programmes sur RCI. Bonne soirée à tous. Merci Alexandre Giraud pour ce magazine de la rédaction. Il est 19h10. On remercie également à la réalisation, notre Philippe National, c'est Pipo.